Suite à la présentation générale d'un projet FinOps, on va pouvoir rentrer plus en détail dans les différents chapitres. Une des questions fondamentales et qui va se recouper dans toutes les différentes parties, donc que ce soit l'observation, l'optimisation, le travail de communication, c'est la partie tag. Donc la partie justement gestion des étiquettes, on traduit en français, mais bon, je vais rester sur le nom anglais, donc le tag, et qui va s'articuler justement au sein de ce projet, dans la partie principalement de l'information. Parce qu'en fait, même si on va la retrouver partout, c'est-à-dire on va la retrouver dans les cultures d'optimisation, mais aussi sur la partie utilisation, etc., parce que ça va nous permettre d'identifier les objets, identifier les ressources, identifier les points de contact, etc. Tout se fait en fait en amont autour de l'analyse et de la partie étiquetage, ou du moins tagging, donc des ressources elles-mêmes. Je vais rester plus précisément autour d'Azure, puisqu'en fait dans la partie AWS ça existe aussi de la même façon, c'est juste fait d'une manière un peu différente. Si on rentre dans le chapitrage, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment on tag une ressource elle-même, comment ça se passe techniquement, dans quel endroit on va les trouver. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des groupes de ressources, puisque les ressources sont regroupées au sein de groupes. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de règles automatiques, donc on verra justement dans ce cas-là la partie ressources groupe, mais la partie ressources, mais la partie aussi carrément des subscriptions. Ensuite, on verra qu'est-ce que ça nous permet de voir à travers l'interface de gestion des coûts, et on verra en petite conclusion comment faire un export Excel et potentiellement un rapport qui en découle. Commençons donc à partir d'Azure. On est donc dans le portail Azure. Dans le portail Azure, si je fais un rafraîchissement, on voit bien l'écran de base. On a la visibilité des ressources à partir du menu, ici, directement All Resources. Et All Resources va nous permettre de pouvoir visualiser toutes les ressources qui ont été créées au sein de la plateforme. On peut bien sûr voir d'ailleurs les tags directement là. Donc ça, c'est les tags qui existent aujourd'hui dans la plateforme, disponibles. Si on clique d'ailleurs sur un des tags, je vais prendre celui-là, je vais pouvoir retrouver toutes les ressources qui sont directement rattachées à ce tag existant. Mais comment est-ce qu'on tag une ressource elle-même? Donc repartons de la base. Dans un objet, donc là, je vais prendre un objet de type le plus simple possible qui est un storage account. Si je prends un compte de stockage, et donc un storage account, et que je regarde à l'intérieur de celui-ci, je vais retrouver donc dans tous les objets la partie overview qui va être un rassemblement des informations diverses et variées qui peuvent être adaptées à la ressource elle-même. Donc là, on est dans le storage account, donc on a toujours cette partie essentielle qui nous intéresse, puis après des parties plus particulières qui sont plus spécifiques à la ressource elle-même qu'on est en train de regarder. Donc suivant la typologie de la ressource, on aura des présentations différentes. Quoi qu'il en soit, dans la partie essentielle qui nous intéresse ici, on retrouve cette partie tag. Donc tag, si on fait edit, on va avoir sur la partie droite la possibilité d'éditer des tags et de pouvoir les fournir. C'est une option. On peut aussi faire add tag qui va nous permettre d'avoir le même onglet mais directement pour ajouter un nouveau tag. Mais on a aussi la possibilité pour toutes les ressources qui sont tagables d'avoir cet écran qui est donc du coup dans les menus directement de l'objet, qui est la version tag. On y retrouve exactement la même chose, le même display qu'on retrouve ici, sauf qu'on est directement dans l'objet lui-même. Un tag se découpe en deux parties distinctes, le nom du tag et la valeur du tag. Donc ce sont des champs texte dans tous les cas, et ce sont des champs texte qui sont disponibles. On peut l'appeler Toto Tata si on en a envie, on peut l'appeler mon super tag, il est magnifique et tout ce qu'on veut. On peut mettre tous les caractères qu'on souhaite, mais je vous le déconseille fortement, dans les tags et dans les objets. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des champs textuels. L'intérêt de ces champs textuels, c'est qu'une fois qu'on a commencé à en ajouter, en fait, ils sont recherchables. Donc si je tape la première lettre, je vais retrouver tous les tags qui ont été créés avec le nom commençant par P, et donc là dans le cas project, et ensuite la valeur. Donc à partir du moment où on a mis un nom prédéfini, le système va nous proposer d'office toutes les valeurs qui ont été référencées avec le tag de ce type-là. Donc là, on est dans l'Azure Blob Storage, on est dans les composants core, donc je vais lui dire que le projet attaché à ce storage account est donc de type composant core. On voit bien qu'on a d'ailleurs des espaces dedans, on n'a pas un champ qui est simplement en un seul mot, même si
il est mieux pour son exploitation future d'éviter les espaces et d'éviter les caractères spéciaux, notamment pour quand on va devoir rechercher des objets à travers les tags. En fait, suivant les caractères qu'on aura mis, ça va créer des exceptions et créer des problèmes, notamment avec les caractères tels que les commerciaux, etc. Donc, essayez au minimum de limiter. Ok pour les espaces, mais pas plus, parce que à partir du moment où vous rajoutez des caractères complexes, vous risquez d'avoir des problèmes après dans la gestion de ces tags. Deuxième chose, c'est qu'on peut en avoir, je dirais, autant qu'on veut, même s'il y a sans doute une limite technique. Je ne l'ai pas exploité. Franchement, essayez d'en avoir, allez, 3 maximum. 1, vraiment, c'est le minimum. Au moins un qui identifie le département, moi je l'appelle projet, mais ça pourrait très bien être département, maison, entité, ce que vous souhaitez. La différence pour ma part, quand je mets projet, c'est qu'on peut avoir dans un même département ou dans une même entité plusieurs projets. Et on peut vouloir aller très fin dans la recharge et dans la visibilité des coûts au projet et non pas à la maison. La raison pour laquelle justement je préfère aller dans la finesse, c'est que on imagine qu'on aurait fait maison, qu'on aurait un projet A et un projet B, mais en fait si on s'arrête à la maison, on ne pourra pas aller au niveau fin, pour le projet en question qui est rattaché au développement en cours, mais on devra aller récupérer toutes les informations de la maison et retravailler en fait à partir de ces informations dans les coûts pour pouvoir, par exemple, essayer de voir si notre projet est un projet rentable, si notre projet respecte le business plan qui avait été défini, donc le business model qui avait été défini notamment en termes de coûts d'exploitation. Donc du coup, j'aime bien directement mettre du coup projet et d'avoir après un référentiel, donc on appelle ça une CMDB ou voilà, c'est un choix que vous mettez. Moi, référentiel projet, ça va très bien, qui pourrait justement associer le projet avec la maison, avec le département, avec le responsable, le directeur ou je ne sais quoi, avec le cost center si vous avez un cost center, etc., etc. Donc ajouter tous les champs directement rattachés au projet qui seraient dans une base dédiée, mais dans les ressources, on ne mettrait que l'attachement avec le code projet. Donc ça, c'est une bonne pratique, c'est vraiment un truc qui nous a permis, nous, de par mon expérience, je gérais avec 60 000 à peu près ressources, mais en fait, on allait dans les projets, et les codes projets, on en avait à peu près entre 500 et 1 millier. 1 millier en base, 500 à peu près actifs, et en fait on pouvait directement rattacher au code projet la consommation de Azure, et donc du coup on pouvait donner la visibilité au contrôleur des gestions de ces consommations qui y étaient associées. Deuxième champ qui est vraiment dans les best practices, enfin moi en tout cas j'essaye, je les appelle instances, on pourrait les mettre version, on pourrait les mettre situation, ou ce que vous voulez. L'intérêt c'est de pouvoir splitter entre ce qui est production de ce qui ne l'est pas. Donc moi j'ai l'habitude de, encore une fois, par mon expérience passée, d'avoir au minimum 3, 4, c'est assez courant. Plus ça peut exister, mais c'est quand même un peu plus rare. C'est-à-dire le développement, le test, l'UAT, donc User Acceptance Test. Dans ce cas-là, on peut avoir IUT qui se correspondrait par exemple à tout ce qui est training, End User Training par exemple, et ensuite la production. Donc 4, 3, vraiment le basique c'est 3, c'est-à-dire Dev, Test, UAT, qui permet d'isoler les 3, les développements étant vraiment là où le développeur déploie et fait ses premiers tests techniques. Le test où va être l'environnement où le chef de projet ou les points de contact ou tous ceux qui tournent autour du projet vont pouvoir tester avec des jeux de données un peu différents, un peu plus qualitatifs. Et puis l'UAT, quand on veut vraiment aller un peu plus loin au niveau validation, c'est d'avoir carrément des données similaires à la production et de pouvoir tester dans une simili-production notre environnement. L'UAT peut être mélangé avec l'environnement de training, où on peut vouloir justement les scinder, et dans ce cas-là on a une IUT, End User Training, et cette interface représente directement des données de prod qui sont chargées dedans. On pourrait avoir la pré-prod aussi dans certains cas, qui peuvent être utilisés pour notamment quand on a des plans de déploiement continu et qu'on veut être sûr que tout se passe picobello avant d'envoyer en prod. Dans ce cas-là, la pré-prod peut être utilisée. La pré-prod sert aussi dans certains cas quand on veut faire du debugging de prod. Souvent on essaie d'avoir une pré-prod qui est très similaire, voire une copie conforme de la production, de manière à pouvoir de pouvoir charger
la situation ou la configuration de prod dans la pré-prod et pouvoir débugger, pouvoir chercher la raison pour laquelle on aura une erreur, etc. Quoi qu'il en soit, ça dépend de votre modèle, ça dépend de votre manière de gérer les choses, mais en tout cas, cette notion d'instance permet de pouvoir justement traquer dans les ressources quelles sont les ressources de prod, quelles sont les ressources de non-prod. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est quand vous devez changer les configurations ou regarder les coûts, en fait, vous allez éviter de payer le coût de la production pour un environnement de développement qui sert 3 jours par semaine. Donc si vous ne pouvez pas les identifier, ça va être compliqué de pouvoir, parce que quand il n'y en a qu'une dizaine comme là, ça va, quand il commence à y en avoir quelques milliers, gérer au doigt mouillé, c'est juste pas possible. Donc il faut vraiment une notion de tagging. Donc je vous dis les deux pour moi, les deux tags primordiaux à avoir, quels que soient vos besoins, c'est ces deux-là. Projet, maison, ce que vous voulez, en tout cas quelque chose qui permet d'identifier à quoi va être rattachée cette instance et puis de cette ressource, et ensuite l'instance qui permettra de savoir si c'est de la production ou pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on a juste fait un apply. Et à ce moment-là, en fait, les tags sont appliqués, on les voit apparaître ici. Et si on retourne dans Overview, on voit justement revenir cette notion les deux tags qu'on a appliqués directement dessus. Attention avec, encore une fois, les espaces avant ou après les objets, parce que typiquement, on pourrait très bien mettre un espace. En fait, techniquement, il n'y a pas de filtre. On pourrait faire des espaces ici, ça passerait. C'est un champ texte libre, donc on met ce qu'on veut. Pareil pour les valeurs. Par contre, dans des cas de croisement de données, en fait, ça peut créer des problèmes. Et donc, du coup, vous donnez une visibilité complètement fausse suivant les situations. Donc, attention avec les espaces. Là, pour moi, ça suffit. Donc là, on est dans une ressource. Donc, toutes les ressources fonctionnent de la même façon. Et si on va ici, on peut voir directement que je vais appliquer la même chose pour les autres qui sont en train de tourner. Intérêt de cette option-là, c'est qu'une fois que on a chargé les tags, en fait, on peut aller dans la vision All Resources, on peut modifier ces colonnes et aller chercher ces deux tags. Donc on voit justement qu'on a la possibilité de mettre tous les tags directement dans un champ ou aller sélectionner tag par tag. Pourquoi ça c'est intéressant, c'est qu'on peut avoir des fois, pour des raisons bonne ou mauvaise, c'est pas un jugement, mais pour diverses situations où on a un très grand nombre de tags, et si on commence à vouloir les afficher tous dans une colonne, en fait ça devient imbuvable. Donc là, de pouvoir directement en tant que responsable de plateforme ou responsable cloud, de pouvoir sélectionner quel tag on veut afficher, suffit bien largement. Donc moi souvent j'avais ça par défaut, la vision projet et la vision instance, et j'avais toujours ces vues-là. Donc ça nous permet tout de suite de dire, oh tiens, celui-là, il n'est pas tagué par exemple. Donc là, ça nous permet d'aller dans celui-ci et de dire projet. Et lui, il fait partie des corps, instance. Donc là, on le fait en live aussi pour celui-ci. Et on est en prod, puisque c'est la partie de Network. Une fois que c'est fait, qu'on vient ici, et qu'on fait un refresh. Alors le refresh pour les tags n'est pas immédiat, il faut attendre quelques secondes pour le voir rafraîchir. Ça dépend un peu de la taille aussi de votre infrastructure. Moi, dans certains cas, ayant eu à travailler avec des environnements avec plusieurs milliers d'objets, les updates des fois mettaient 1-2 minutes pour être visibles dans cette interface. Quoi qu'il en soit, cette interface fonctionne bien. Attention, petit détail, c'est que de base, vous avez que ce qui est visible. C'est-à-dire qu'il y a des objets, des ressources qui sont ce qu'on appelle hidden, qui sont des ressources principalement techniques, et celles-là peuvent ne pas être visibles. Par contre, elles peuvent être tagables. Elles ne sont pas toutes tagables. C'est là où, justement, quand on atteint un peu des notions un peu plus pointues, tous les objets ne sont pas tagables dans l'environnement Azure. Dans certains cas, on peut se retrouver bloqué avec des ressources qui ne seront jamais tagables, parce que ce n'est pas prévu. Dans certains cas, ce sont des ressources qui sont rafraîchies automatiquement, auquel cas le tag va être valide pendant le temps que vous l'avez vu, mais le lendemain, typiquement les snapshots pour les systèmes de backup automatisés, en fait les snapshots restent le temps de la validation. Une fois qu'ils ont disparu, en fait le snapshot suivant ce sera le jour d'après, et donc du coup ce sera des nouveaux tags. Donc si vous n'avez pas une politique de tag propre au moment de la création des snapshots, en fait vous pourrez passer autant de fois que vous voudrez, vous aurez toujours ces objets qui seront non tagués correctement. Donc ça c'est la visibilité importante à connaître à l'objet lui-même. Maintenant, quand on va dans un ressource group, donc une ressource group, c'est un groupe de ressources, comme son nom l'indique. Un groupe de ressources, si je retourne là où j'étais tout à l'heure à partir de l'objet, alors pour info, on peut l'avoir de deux manières. Je peux, depuis la ressource, donc on était dans l'Azure Storage Account, on a le groupe de ressources qui apparaît ici. Donc si je clique ici,
en fait, j'ouvre directement le resource group, le groupe de ressources qui est associé, dans lequel la ressource se retrouvait. Donc là, typiquement, dans celui-là, il n'y en a qu'une. On pourrait très bien en prendre une autre, on en a plusieurs. Celle-là peut avoir plus de ressources. Donc là, on voit qu'on a une machine. Non, on a un ensemble de composants qui ont été créés dans cet environnement-là. Donc un VNet, un disque data, un table de test, un NIC qui a été créé à l'arrache, etc., etc. Ces groupes de ressources peuvent être aussi tagués. C'est ce qu'on voit ici. Et ici, on a justement le cas avec ce groupe de ressources IT Core ou ce groupe de ressources RH qui ont aussi ces notions de projet ou d'instance. L'instance n'est pas forcément obligatoire, mais elle peut l'être si vous avez prévu de faire des ressources groupes par instance, c'est-à-dire d'avoir des groupes de ressources pour l'environnement de développement, des groupes de ressources pour l'environnement de test, un groupe de ressources pour l'environnement de prod, ce qui est tout à fait une bonne pratique parce qu'en l'occurrence, les accès peuvent être donnés directement au niveau du ressource group et ça permet de pouvoir directement donner aux développeurs les droits d'accès full patate sur l'environnement de développement, d'avoir les accès juste contributeurs sur l'environnement de test et d'avoir les droits reader ou pas du tout sur l'environnement de production. Donc cette partie ségrégation des accès en fait est une bonne pratique qui permet, enfin, en isolant les ressources groupes par instance, ça nous permet d'appliquer les bonnes pratiques d'accès aussi et de droit sur les environnements et pas donner full patate à tout le monde sur toute la prod et de tout ce qui tourne derrière. Quoi qu'il en soit, un ressource group peut, comme j'ai dit, être aussi tagable. Donc si on va dans cet écran-là, on a aussi l'option tag, on retrouve donc nos tags existants sur la visibilité. Ce qui est important, c'est que ça va aussi jusqu'au niveau de la subscription. Donc, c'est-à-dire on remonte la hiérarchie. Dans la même notion que les YAM, donc les accès, on a aussi la possibilité de taguer en mode arborescence, c'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à la subscription et on voit apparaître des tags subscription ici. Donc là, je ne vais pas mettre de projet parce que c'est de la subscription et générale, mais on pourrait, par exemple, dans un cas où on aurait une subscription qui aurait été complètement isolée pour un cas précis où on aurait créé une réelle isolation ou liée à une acquisition qui aurait été faite d'une petite entité qui tournait sur Azure, dans ce cas-là, en fait, la subscription peut être taguée. On verra, je vais montrer juste après pour quelle raison c'est important aussi de pouvoir connaître ça. C'est que dans un resource group, on a la possibilité de mettre en place des règles automatiques. Et ces règles automatiques peuvent se mettre en place au niveau du resource group, mais peuvent se mettre aussi en place au niveau de la partie justement subscription. Si je reviens ici, dans la partie settings, on retrouve une option qui s'appelle les policies. Et les policies appliquées justement, donc là c'est le filtrage qui est ici, qui apparaît ici, peuvent se mettre en place au niveau de la ressource group. Donc une policy qui va être une policy de compliance, qui va permettre de tester, etc. Mais on peut ajouter une policy qui va être, donc encore une fois, directement appliquée sur le scope qui est la ressource group en question. Et si on va ici, et 3 petits points, policy definition, on peut ici taper inherit comme hériter. Et inherit, on voit des objets qui apparaissent, en fait 3 options qui arrivent. Inherit from subscription, inherit tag from subscription. Alors, il y a le si manquant ou directement dans tous les cas. Donc ça, c'est les 2 options qui existent. Et pareil, inherit tag from resource group or inherit tag from resource group if missing. Ça, c'est exactement la chose à connaître en termes de policy. C'est une des policies qui peuvent vous sauver la vie et pour vous permettre de gérer mieux les très grandes volumétries. C'est de mettre en place au moins les tags corrects projet ou projet et instance au niveau de la ressource group et ensuite d'implémenter ce genre de choses. Inherit a tag from resource group if missing. Donc on va hériter directement le tag en question depuis la ressource group s'il est manquant, parce que on imagine qu'on a un pipeline qui aurait un pipeline CI/CD ou un développement ou un script qui tourne, mais dans lequel vous avez oublié, ou le développeur ou la personne qui exécute n'aurait pas mis la partie tagging. Dans ce cas-là, en fait, ce genre de policy va s'appliquer directement. Et là, on va le faire policy enforcement pour que ça s'applique tout de suite. Donc là, on fait next. Il va nous demander quel tag on applique. Donc c'est là qu'on va taper notre tag. Encore une fois, l'instance, s'il est manquant sur les ressources, ok, c'est pas pratique, mais c'est pas un problème. Si le projet est manquant, dans ce cas-là, c'est des problèmes en termes de recharge et en termes de gestion d'application des coûts. Le tag vraiment à mettre en place, et c'est celui que je mettais de base, c'est celui qui correspondait à la partie project. Ensuite, on fait next. Il nous demande si on est ok, si on veut mettre une rémédiation. Donc typiquement, on voudrait mettre une rémédiation pendant la foulée.
On va faire Next. Manage Entity, on va laisser. Alors là, on va choisir le système Manage interne et on va simplement choisir la localisation dans laquelle se trouvent les ressources en question. Donc nous, on est dans Sweden Central. Dans ce cas-là, SWC. On fait Next. Et si on veut mettre un message de non-compliance, on pourrait le mettre et hop, on fait Create. À partir de ce moment-là, en fait, le système va mettre en place une policy qui va directement appliquer donc le tag dans le cas où une nouvelle ressource serait appliquée. La meilleure chose à faire, c'est d'appliquer cette règle à chaque fois que vous avez un ressource group qui serait créé. C'est la raison pour laquelle, dans la première vidéo que j'avais expliqué, les ressources groupes, c'est important d'avoir une isolation de ressources groupes du mieux possible, c'est-à-dire d'éviter d'avoir un ressource groupe qui aurait un mélange de choux et de carottes ou de pommes et de poires, parce qu'à la fin, en fait, l'application de ces policies ne peut pas se faire de manière correcte, dans le sens où si on a mélangé plusieurs projets au sein d'un même ressource groupe, en fait, l'application de la policy du code projet est complètement bancale, dans le sens où la ressource peut être alliée à un projet qui n'a rien à voir avec celui déclaré dans la ressource groupe. Donc la cohérence en fait de votre gestion au niveau de l'isolation des ressources dans les ressources groupes est vraiment quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vous sauver la vie dans les droits, mais aussi dans les policies qui vont s'appliquer et dans la gestion des tags associés. Une fois que cette policy a été créée, il faut encore attendre quelques secondes, voire 1 ou 5 minutes maximum, et quand on fait un refresh, on voit apparaître la nouvelle policy dans la liste des policies et on va voir le statut. Inherit a tag from resource group if missing. Donc là, on voit bien que c'est la subscription en question au niveau du scope de notre projet RH. Et donc du coup, elle n'est pas startée parce qu'en fait, ce n'est pas pour l'instant, elle n'a pas tourné. Et donc du coup, on va la laisser tourner. Et le mieux, c'est de faire ça pour chacun des groupes de ressources qu'on aurait dans la plateforme. Donc là, je ne vais pas le refaire pour chacun, mais c'est vraiment une bonne pratique à mettre en place. Maintenant, si on remonte au niveau de dessus, parce qu'on a fait au niveau du ressource groupe, mais on peut faire exactement la même chose au niveau de la subscription. Donc dans la subscription, de base, pareil, on va voir si on a une policy. Eh bien, on a une policy qui s'applique, mais la policy, elle est uniquement au niveau de ce sous-niveau, donc du niveau à l'intérieur de la subscription, c'est-à-dire à l'intérieur du ressource groupe de la subscription, mais on pourrait vouloir mettre en place une nouvelle policy. On va mettre un tag et on voit tout de suite tout ce qui se rappelle au tag. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'appellent des tags. Donc on va remettre inherit. Et inherit, on va chercher les inherit pour la subscription. Donc inherit pour la subscription si manquant. Et bien pareil, on va prendre celle-là, next. On va reprendre le code projet. On va laisser la même chose que tout à l'heure. Hop, et on va faire pareil, Sweden Central, next. Et on va faire next et create. Et donc là, on va avoir une policy qui va se mettre au niveau d'au-dessus, c'est-à-dire que si l'objet n'a pas de tag, et c'est là où la compétition peut rentrer en jeu, c'est-à-dire qu'une compétition entre le tag de la ressource groupe et le tag de la subscription peut se mettre en place et faire en sorte qu'on ait quelque chose de complètement incohérent en termes de gestion pour la suite. Donc là, typiquement, d'ailleurs, au passage, on voit qu'on est passé compliant maintenant et qu'on a bien les 4 objets qui sont tous les 4 tagués, donc il n'a pas eu besoin d'appliquer quoi que ce soit. Si j'attends quelques secondes, je vais voir la nouvelle règle qui va s'appliquer, c'est-à-dire la règle qui applique dans le cas d'un tag manquant, qui applique directement le tag provenant de la subscription. Pour pouvoir faire ça, il faut déjà un tag dans ce cas-là, un tag au moins par défaut. Donc là, on va revenir dans la subscription elle-même et je vais prendre ici juste project et je vais prendre project qui va correspondre de base, bon, on va le laisser à IT Compose encore. Et donc à minima, j'ai ce tag par défaut et donc si jamais il y a une ressource groupe ou une ressource quelconque qui est quelque part dans la subscription qui ne serait pas taguée, en fait le système va directement prendre celui qui provient du master, qui provient de la subscription. Par contre, si on a une policy qui a été plus loin et plus fin dans la gestion, c'est-à-dire au niveau du ressource groupe, dans ce cas-là, il va appliquer celui de la ressource groupe. Donc là, par exemple, si j'applique avec le filtrage que sur la ressource groupe, je vois justement d'ailleurs qu'il est maintenant bien compliant, celui-là. Et par contre, celui de la subscription elle-même, parce qu'il y a une notion d'héritage en cascade, qui elle n'est pas encore démarrée, mais par contre qui est bien apparue. Donc voilà un peu les règles de policy qui peuvent s'appliquer en termes de gestion des tags. Donc cette policy peut se mettre
directement au niveau du groupe de ressources ou au niveau de la partie de la subscription. Personnellement, je ne mettais pas les deux. C'est-à-dire c'était soit directement la subscription quand on avait vraiment des cas particuliers, on avait des subscriptions complètement isolées, soit directement la partie qui était liée aux ressources groupes, parce que là, au moins, je pouvais aller très fin. Un cas classique, vous auriez par exemple une mise en place d'un Microsoft 365, donc Windows dans Azure. Windows dans Azure, on évite de le mélanger vraiment avec le reste des environnements Azure. Il est préférable de le mettre dans une subscription dédiée, en fait, de créer complètement une subscription à part pour ça. Pas pour des raisons de technique, réseau, etc. Parce qu'en fait, on va devoir de toute façon mettre en place les VNet pour les interconnecter, mais faire en sorte que les machines dans Azure accèdent au réseau interne de l'environnement Azure si on en a besoin. Mais surtout de manière à pouvoir gérer plus finement. Parce que la gestion des environnements Windows 35 est un peu différente de la gestion des autres environnements cloud. Personnellement, encore une fois, j'ai une habitude de pouvoir isoler au maximum les choses et de pas trop mélanger des choux et des carottes parce que sinon ça devient vraiment très compliqué à gérer au quotidien et ça devient une foire d'empoigne très rapidement. Donc Windows 365 par exemple, c'est quelque chose que je mettrai à côté. Un autre cas, Azure Arc. Vous voulez mettre en place d'Azure Arc pour piloter, pour depuis Azure avoir une certaine maîtrise de vos environnements on-prem, ce qui est tout à fait possible, hein, ce sont des agents qui se déploient sur les serveurs. Dans ce cas-là, Azure Arc, j'ai tendance à le mettre aussi dans une subscription dédiée. Pour une raison simple, c'est qu'Azure Arc, ça fonctionne uniquement pour permettre une remontée de visibilité et de gestion dans Azure, mais pas spécialement interagir avec les ressources Azure. Les serveurs vont discuter avec le réseau global de l'entreprise à travers de la configuration réseau que vous auriez mis, pas à travers la configuration dans Azure. La remontée dans Azure est plus vraiment particulièrement liée à une remontée pour le pilotage ou pour des questions d'extension de support, par exemple, de l'extension de support technique, maintenant obligatoire pour 2016, par exemple. Ça, typiquement, je crée une subscription complètement dédiée, de manière à pouvoir isoler complètement cet environnement et de potentiellement donner la disponibilité ou la visibilité à des personnes qui sont hors contexte applicatif ou hors contexte gestion complète. Donc, ce genre de pilotage permet de pouvoir, par exemple, dire, pour l'environnement Azure Arc ou Windows 365, j'aurai un code projet spécifique dans lequel je le mettrai directement à la tête, c'est-à-dire à la partie subscription, avec un héritage du tag directement depuis cet environnement-là. Je n'irai pas à la ressource groupe. Si je fais un actualiser, normalement maintenant, les compliance ont pu se tester et on va être vert partout. Donc là, on est bien compliant. On a bien des environnements qui ont été appliqués et tout ce qui est contrôlé comme prévu. Voilà un peu les deux visions sur cette partie policy de tagging. Je vous laisserai rentrer plus en détail si vous voulez, notamment la différence entre if missing et normal. If missing, c'est vraiment quand vous avez lancé le déploiement mais que vous avez oublié de faire le tag, en fait, le système va l'appliquer de base. Quand vous pouvez ne pas le mettre par défaut, quel que soit missing ou pas missing, et dans ce cas-là, il va forcer la mise en place dès la création de ce tag-là. Ça permet par exemple d'écraser des tags en erreur qui auraient été faits par quelqu'un d'autre, autre que vous. Une fois qu'on a mis ça en place, c'est très bien. Donc on a des tags. Maintenant, comment on peut voir ces informations comment on peut les exploiter, parce que c'est bien d'avoir une vision des tags, c'est bien d'avoir cette vision à partir d'ici, All Resources, et de voir que j'ai bien les tags qui sont appliqués. Ok, mais qu'est-ce que ça me permet de donner? Eh bien, si on va typiquement dans le Cost Analysis, le Cost Analysis permet de pouvoir travailler à partir de ces tags. C'est-à-dire, quand on va dans Cost Management et qu'on fait ici Cost Analysis, on va pouvoir typiquement prendre depuis Last Day. Donc, si on va dans cet écran-là nous permet de voir la consommation qui aurait été appliquée. Donc, par exemple, si je fais ici et que je veux faire en visibilité daily, en visibilité colonne, et que je veux, par exemple, mettre un filter, je vois que j'ai les tags. Et les tags peuvent se charger. Donc là, je vais pouvoir dire, je veux voir tout ce qui est relatif avec le tag projet pour le cas de Project Finance, par exemple. Et à ce moment-là, en fait, je vais pouvoir récupérer la consommation qui a été faite sur tout l'environnement, donc tout l'environnement Azure, avec toutes les ressources, et si je fais un tri par ressources, donc avec toutes les ressources qui auraient été taguées avec ce code projet spécifique. Et quand je vois ici, je peux faire le filtrage par les ressources et voir la consommation qui a été affectée pour chacun des objets durant les 30 derniers jours. Ça, c'est parfait parce que ça vous permet de pouvoir avoir une certaine visibilité. Mais on peut aller un peu plus loin. On peut enlever ce filtrage et demander table, je veux une granularité monthly, ressources par tag, et on veut le tag projet. Et là, ce que je vois, c'est que j'ai directement la consommation qui a été faite. Donc alors là, si je vais faire que le mois de mars, par exemple, last month.
Ok, le mois de mars. Pour le mois de mars 2026, en faisant cette visualisation, je sais tout de suite quels ont été les projets qui ont consommé. Ben là, en fait, vous avez un système de recharge qui vous a pris exactement 4 minutes 30 à faire, qui pourrait vous permettre de pouvoir simplement avoir une recharge la plus simple possible pour vos clients de manière mensuelle. C'est-à-dire vous faites cette visualisation-là tous les mois passés et vous avez une possibilité d'exporter ces jeux de données. Donc en faisant simplement ici download et le faisant CSV en Excel, vous pouvez sortir ces informations-là et faire une recharge de votre consommation. Donc ça c'est quelque chose de très pratique parce que vous avez en quelques minutes la possibilité de pouvoir visualiser en fait ces ressources et de visualiser ces consommations. Pour pouvoir faire un export, on pourrait très bien prendre justement sur cette partie Mars, de faire une visibilité granulaire à daily avec une vision de table en prenant le tag projet ici. Et à ce moment-là, on récupère donc jour à jour les projets qui seraient donc tagués, pas tagués bien sûr, avec les valeurs. Donc on est d'accord, le tag value correspond au code projet. Donc une fois qu'on fait download et qu'on envoie ça sur Excel, le système va nous générer un fichier Excel. Si j'ouvre le fichier Excel, on va se retrouver avec ce détail-là, avec justement cette feuille de détail et le summary. En quelques minutes, là, si on prend ici le code projet, donc le code projet, il est bien là, le tag value, il est bien là, on a bien la valeur en US dollars et la valeur en monnaie européenne, donc en euros. Ce qui fait que si on prend ce tableau, on est d'accord, on est en jour, hein. Si on fait ce tableau et qu'on le transforme en tableau dynamique, et qu'on va faire un insert pivot table, en quelques minutes, je peux faire ici alors le cost, et si je prends ici le tag value, et on a pour notre mois en question, avec les valeurs à recharger, et ensuite on a juste à retraiter justement cette notion de blank qui doit être réassignée. On fait simplement ça. Ici, visibilité en euros, et on va lui mettre quelques virgules de plus. 6 virgules, c'est bien. Vu que moi je suis en micro-centimes, enfin en centimes, 38 centimes pour la consommation mensuelle, on peut pas dire que ça fasse beaucoup. Donc là, en fait, on se retrouve avec une possibilité de recharge uniquement pour le mois de mars. Donc cet export-là serait pour les données du mois de mars, et donc je peux renvoyer simplement ça à Finance et dire en sorte, le mois de mars peut être rechargé. On peut retraiter les blanks. Moi, c'est ce que j'avais tendance à faire, c'est-à-dire à retraiter les objets directement en fin. Encore une fois, ça dépend de la valeur. Là, quand c'est au micro-centime, on peut considérer que c'est perte et profit et mettre ça dans les budgets, dans le budget IT globalement, ou à l'intérieur du système, quoi. L'intérêt de ça, c'est que en quelques secondes, vous avez mis en place un système de recharge basique. Soit basique, mais déjà qui rend le service. C'est-à-dire que si vous avez une consommation de quelques centaines de francs ou quelques milliers de francs, avec ce modèle-là, vous pouvez déjà faire une recharge directement à la consommation, à vos entités consommatrices, donc à vos propriétaires des ressources. Si je reviens sur cet écran, la base qui est nécessaire pour justement cette notion FinOps, c'est vraiment la partie qui permet de pouvoir communiquer, de pouvoir faire la répartition des coûts, c'est ce qu'on vient de voir, et de pouvoir éventuellement analyser, c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus fin en termes de travail et en termes de filtrage à partir de ces objets-là. On verra pour un peu plus les prochaines vidéos comment avancer dans d'autres options.